Une cité barricadée, des milliards engloutis, des mois de résistance promis. Pourtant, tout s'effondre en quelques jours. Comment une forteresse vantée comme imprenable a-t-elle pu tomber si vite, défiant tous les calculs? Cette question hante les salles de commandement et les analystes du monde entier, car elle remet en cause tout ce que l'on croyait savoir sur la guerre moderne. Pokrovsk. Pendant plus d'une décennie, ce nom s'est imposé comme l'ultime rempart de la défense ukrainienne. Les stratèges avaient un but, faire de cette ville le verrou absolu. Réseau de tranchées, centre logistique, bunkers reliés par des galeries profondes, défense superposée sur plusieurs couches, Pokrovsk était censé incarner l'impossible à conquérir. Cette transformation n'est pas sans rappeler les villes fortifiées du passé, telles que Verdun durant la Première Guerre mondiale, où chaque mètre carré était défendu avec acharnement et où les lignes de défense s'enchevêtraient en un maillage quasi impénétrable. Les investissements furent vertigineux. Des centaines de millions puis des milliards ont été injectés pour bâtir une citadelle conçue pour endurer l'inimaginable. L'état-major ukrainien et les experts de l'OTAN misaient sur une défense inébranlable, capable de stopper n'importe quelle attaque, même un siège prolongé pendant une demi-année. La doctrine était limpide. Ici, l'assaillant devait s'épuiser, se briser sur le béton et reculer devant des pertes insupportables. Ce pari rappelle la ligne Maginot, érigée par la France entre les deux guerres mondiales, qui, elle aussi, fut pensée pour être indestructible, jusqu'à ce que l'imprévu surgisse sous la forme d'une tactique nouvelle. On attendait une guerre d'usure, longue et féroce, digne des pires batailles du XXe siècle. Les analystes prédisaient des mois de combats de rue, de contre-attaques acharnées, de tranchées envahies et de citadelles défendues, maison par maison. Pokrovsk devait devenir la référence de la résistance urbaine moderne. Pour illustrer, lors de la bataille de Stalingrad en 1942, chaque immeuble, chaque ruine était défendue jusqu'au dernier homme. On s'attendait à voir à Pokrovsk le même acharnement, la même ténacité et la même capacité à résister à l'ennemi mètre par mètre. Mais la réalité a pulvérisé tous les pronostics. En quelques semaines à peine, la forteresse s'est effondrée. Le verrou a sauté, la ligne de défense s'est disloquée et toutes les prévisions ont volé en éclats. Ce n'est pas qu'une défaite militaire, c'est une fracture dans notre conception même de la guerre au XXIe siècle. On pensait que le temps travaillait pour le défenseur, il a travaillé pour l'assaillant. Ce qui se joue ici dépasse largement Pokrovsk. C'est notre capacité à saisir ou à nier la vitesse à laquelle la guerre évolue aujourd'hui, à intégrer la technologie, l'analyse, la coordination. Soit on apprend à s'adapter, soit on subit le choc du réel, sur le champ de bataille, dans l'économie ou face aux défis du quotidien. Refuser d'évoluer, c'est risquer d'être dépassé, marginalisé, voire effacé lors de la prochaine rupture. Cette leçon a des échos dans toutes les crises qui bouleversent notre époque, qu'elles soient sanitaires, économiques ou géopolitiques. Pour comprendre comment un bastion aussi redouté a pu tomber en un temps record, revenons sur ce qui faisait de Pokrovsk le cœur stratégique de la défense ukrainienne. Plongeons dans l'architecture défensive de Pokrovsk, là où chaque détail devait garantir l'invincibilité. Comment tout a-t-il pu se fissurer aussi vite? Pokrovsk n'était pas une simple ville, elle battait comme le cœur d'un immense système défensif, conçu pour résister aux pires assauts du siècle. Cette structure rappelle le siège de Sébastopol pendant la guerre de Crimée, où chaque recoin de la ville avait été fortifié pour résister à l'envahisseur. Depuis plus d'une décennie, et surtout après l'année 2014, Pokrovsk avait été transformé en forteresse selon les normes les plus pointues de l'OTAN. Rien n'avait été négligé. Chaque immeuble, chaque ruelle, chaque sous-sol avait été adapté pour supporter un siège moderne. On installait des portes blindées aux entrées des immeubles, on minait les caves, on reliait les sous-sols afin de permettre aux défenseurs de circuler à l'abri du feu ennemi. Elle n'était pas qu'un point perdu sur une carte. Pokrovsk était le centre vital du Donbass, pivot logistique d'un réseau qui alimentait, renforçait et évacuait les troupes ukrainiennes sur toute la ligne de front. Sa perte signifiait risquer la débâcle de l'ensemble du dispositif défensif vers l'ouest. C'est un peu comme si, lors de la Seconde Guerre mondiale, la Wehrmacht avait perdu le contrôle de la ville de Koursk avant la grande bataille du Saillant. Tout l'équilibre de la ligne aurait été menacé. Autour de la ville, plusieurs lignes défensives s'étiraient sur des kilomètres épaulées par des ouvrages souterrains complexes, un véritable labyrinthe de caves, d'abris reliés et de postes de tir invisibles. L'ennemi s'attendait à une guerre d'usure, à défendre chaque mètre, chaque étage, chaque pièce, prêt à se battre jusqu'au bout. Chaque village environnant était fortifié.
Ocheretino, par exemple, fut transformé en bastion à part entière, capable de résister à un encerclement de plusieurs semaines. La doctrine était sans ambiguïté. Transformer Pokrovsk en un piège mortel, une forteresse urbaine où tout assaillant s'enliserait dans un chaos de ruines, de feux croisés et d'embuscades. Les stratèges misaient sur l'attrition, la lenteur et l'épuisement pour briser toute avancée. On s'inspirait des combats de Mossoul en Irak, où chaque rue fut disputée au prix fort par les défenseurs. Mais croire à l'invincibilité de cette forteresse, c'était oublier que la guerre se réinvente sans cesse. Sous-estimer l'adversaire, ignorer ses capacités d'innovation, c'était s'exposer à voir ses certitudes balayées en un éclair, une règle universelle, que ce soit dans la guerre ou dans la vie. L'histoire regorge d'exemples où l'arrogance d'une position jugée imprenable a conduit au désastre. Pensons à la chute de Constantinople en 1453, où la technologie nouvelle, les canons ottomans, a percé des murs réputés inviolables. Pokrovsk devait être le symbole de la défense parfaite. Pourtant, lorsque l'assaut a commencé, tout a basculé. Pas d'attaque frontale, pas de carnage massif. À la place, une approche inattendue a surgi, prenant tout le monde de court et bouleversant les fondements de la doctrine. Cette surprise rappelle l'opération Manœuvre de la Blitzkrieg allemande en 1940, où la vitesse et le contournement ont rendu obsolètes les lignes fortifiées françaises. Comment cette nouvelle méthode a-t-elle pu déjouer les plans les mieux préparés ? L'explication tient autant à la technologie qu'à la stratégie et à la capacité à repenser ce que l'on croyait impossible. La rapidité d'exécution, la précision des frappes, l'utilisation de nouvelles technologies ont court-circuité le système défensif. Et si la puissance n'était plus affaire de masse mais de précision et d'agilité? L'opération contre Pokrovsk a apporté une réponse définitive à cette interrogation. La domination appartient désormais à ceux qui savent désarticuler, isoler, surprendre. Cette logique a déjà été éprouvée dans d'autres conflits récents. Lors de la guerre du Haut-Karabagh en 2020, l'emploi massif de drones a montré qu'une petite force agile pouvait désorganiser un adversaire mieux équipé et plus nombreux. Au lieu de lancer une offensive frontale et coûteuse, l'état-major russe a privilégié une campagne d'isolement méticuleuse. Les premières frappes n'ont pas ciblé les chars ou les tranchées, mais les centres névralgiques, postes de commandement, relais de communication, dépôts logistiques. Objectif: désorienter l'adversaire avant qu'il ne saisisse l'ampleur de l'attaque. Ce type d'approche rappelle l'opération Tempête du désert en Irak en 1991, où l'aviation de la coalition a méthodiquement détruit les capacités de commandement irakiennes avant l'offensive au sol. La technologie a joué le rôle du chef d'orchestre. Bombes guidées corrigeant leur trajectoire à la dernière seconde, drones opérant en essaim, brouillage électronique massif. En quelques heures, la défense adverse a sombré dans le brouillard. Les ordres restaient bloqués, les rapports se perdaient, chaque unité se retrouvait isolée, coupée de la vision d'ensemble et de tout appui mutuel. Imaginez une équipe de football dont l'entraîneur, subitement, ne pourrait plus communiquer avec aucun joueur. La cohésion s'effondrerait instantanément. Les infrastructures logistiques, véritables artères du dispositif, ont été ciblées avec une rigueur chirurgicale. Dépôts de munitions, réserves de carburant, ponts stratégiques, nœuds ferroviaires, tous ont été neutralisés successivement, étranglant la résistance du garnissaire de Pokrovsk. Aucun renfort, aucun approvisionnement ne franchissait plus le périmètre invisible dressé par les frappes de précision et la guerre électronique. Cela rappelle comment l'armée soviétique, lors de la bataille de Berlin, avait méthodiquement coupé toutes les voies d'approvisionnement, condamnant la garnison à la reddition. La maîtrise du ciel a été décisive. Les systèmes de défense anti-aérienne ennemis, pourtant réputés redoutables, ont été éliminés par une combinaison d'attaques de drones suicides et de missiles intelligents. Dès lors, l'aviation d'assaut, les Su-25 en cercle de feu, a pu soutenir l'avancée au sol sans craindre de riposte majeure. Cette supériorité aérienne rappelle le rôle de la Luftwaffe lors de la campagne de France, où la maîtrise du ciel a permis un appui ininterrompu aux troupes au sol. Mais la vraie révolution a été l'emploi massif de la guerre asymétrique. Plutôt que de s'acharner sur les points forts, les unités russes ont multiplié les contournements, exploitant chaque faille créée par la désorganisation adverse. Les nouvelles technologies, reconnaissance instantanée, communication ultra sécurisée, appui constant des drones, ont permis d'ajuster chaque action à la menace du moment, rendant la progression aussi imprévisible qu'implacable. Cette souplesse rappelle la doctrine de guerre en essaim pratiquée par les Spartiates à Leuctre, où la dispersion et la concentration rapide des forces déstabilisaient l'ennemi. Au sol, les unités du génie ouvraient la voie.
Déminage, franchissement d'obstacles, création de passages sécurisés. Sans leur savoir-faire, la progression aurait été stoppée net. Leur efficacité a réduit les pertes, accéléré la manœuvre et maintenu la pression sur des défenseurs déjà coupés de tout soutien. Dans le passé, lors de la bataille d'El Alamein, le génie britannique avait permis de franchir des champs de mines réputés infranchissables, ouvrant la route à la victoire. À travers cette séquence, on comprend que l'enjeu dépassait la simple prise d'un point sur la carte. Il s'agissait d'imposer son rythme, de forcer l'ennemi à subir, sans jamais lui laisser le temps de reprendre l'initiative. S'adapter, innover, coordonner, voilà ce qui distingue une victoire coûteuse d'une déroute méthodique de l'adversaire. Cette logique s'applique aussi en économie. Une entreprise qui innove et adapte sa stratégie plus vite que ses concurrents prend l'ascendant et l'impose durablement. C'est une leçon qui va bien au-delà du champ de bataille. Dans un monde où le changement s'accélère, ceux qui tardent à s'adapter ou qui misent tout sur l'accumulation brute de ressources risquent d'être irrémédiablement dépassés, marginalisés, voire balayés par plus agiles. On peut penser au sort de Kodak, géant de la photographie, qui a sombré face à la révolution numérique faute de s'être adapté à temps. Mais une fois la structure défensive disloquée, une question cruciale demeure. Une garnison urbaine, isolée et privée de soutien, peut-elle encore transformer la bataille en siège ou bien le sort de Pokrovsk est-il déjà scellé? La réponse dépend désormais de la capacité des défenseurs à s'organiser dans le chaos. Mais pour beaucoup, la partie semble déjà perdue avant même d'avoir vraiment commencé. C'est la même question qu'on s'est posée à Dien Bien Phu en 1954. Une fois encerclée, la garnison française n'a pu que retarder l'inévitable. Quand le flux vital du ravitaillement se tarit, quand la coordination s'évapore, que reste-t-il d'une armée, d'une structure, d'un système? La bataille de Pokrovsk force à affronter cette question fondamentale. Ici, c'est moins la violence des combats que le lent étouffement interne qui a scellé le sort des défenseurs, symptôme d'une guerre qui change d'air. L'histoire retiendra que c'est la rupture des flux logistiques et informationnels, bien plus que la puissance de feu, qui a précipité l'effondrement. Tout s'est joué avec une précision chirurgicale. Les routes à l'ouest, jadis artères essentielles, ont été coupées l'une après l'autre. Ponts, gares, points de passage, neutralisés méthodiquement. Face à l'isolement croissant, les défenseurs ukrainiens ont vu leur espace de manœuvre fondre, jour après jour, comme un étau qui se resserre sans bruit. C'est comme si, lors du siège de Leningrad, les convois du lac Ladoga avaient été interrompus. La ville aurait succombé en quelques jours. Le basculement s'est produit à Ocheretino. En quelques jours, ce verrou réputé imprenable est tombé, résonnant comme un séisme psychologique. Ce n'était pas qu'un point sur la carte. La défaite a propagé une onde de choc dans toute la ligne de défense, ébranlant le moral et la confiance. Les positions voisines, soudain exposées, ont commencé à vaciller, tandis que la peur gagnait du terrain plus vite que les assauts eux-mêmes. C'est un effet domino bien connu. La chute d'un bastion entraîne souvent la désagrégation du front, comme à Sedan en 1940. À partir de là, la désorganisation s'est installée. Les lignes de commandement sectionnées, les ordres bloqués ou contradictoires. Chaque unité s'est retrouvée isolée, coupée du reste, condamnée à improviser dans la confusion. Les replis désordonnés se sont enchaînés, parfois en plein jour, signe d'un moral brisé. La panique s'est propagée par vagues, rendant impossible toute riposte coordonnée. On retrouve ici le syndrome observé lors de la retraite de Dunkerque, où la désorganisation et l'urgence ont précipité la fuite. Rien n'a été laissé au hasard par l'assaillant. Les poches de résistance ont été réduites l'une après l'autre, sans précipitation mais sans pitié. L'objectif n'était pas d'anéantir par la force, mais de prouver que lutter devenait absurde. Encerclement, isolement, négociation, chaque geste visait à saper la volonté de tenir, à convaincre que la défaite était inéluctable. C'était une guerre autant psychologique que matérielle. L'art de la guerre, selon Sun Tzu, consiste à vaincre l'ennemi sans même livrer bataille. Ici, l'effondrement mental a précédé l'effondrement physique. Dans cette épreuve, l'information est devenue une arme décisive. Rumeurs de percées, images de colonnes fuyant sous le feu, messages démoralisants diffusés à dessein, tout servait à miner la cohésion adverse. Le doute a pénétré jusque dans les bastions les plus solides, sapant la capacité de résistance par la peur et l'incertitude. Ce type de guerre informationnelle a été vu aussi lors de la guerre du Golfe, où les messages de propagande, les tracts largués et les fausses nouvelles ont contribué à la reddition de divisions entières. Au bout du compte, la survie ne dépendait plus du nombre de soldats ou de munitions, mais de la capacité à rester unis, à s'adapter, à préserver la confiance interne.
Quand la structure s'effondre, toute résistance devient une illusion. La leçon dépasse le champ de bataille. Dans un monde instable, seule la résilience organisationnelle et mentale permet de surmonter les crises et de l'emporter. Les entreprises qui survivent aux crises majeures sont celles qui, à l'image des startups de la Silicon Valley, savent pivoter vite, s'entraider et maintenir la confiance même dans l'adversité. Mais ce bouleversement tactique ne vient pas de nulle part. Il s'appuie sur une évolution profonde de la pensée stratégique et de la technologie qui redéfinit les règles de la victoire au XXIe siècle. Ce n'est pas un hasard si les armées du monde entier investissent désormais massivement dans la cyberdéfense, la guerre électronique et l'intelligence artificielle, domaine où la vitesse et l'agilité font la différence. L'histoire de Pokrovsk n'est pas qu'un récit de conquête, c'est le manifeste d'une nouvelle façon de vaincre. Ce qui s'est produit ici dépasse la simple victoire stratégique. C'est une révolution silencieuse dans l'art de survivre et de dominer un monde changeant. Il s'agit d'un basculement comparable à l'introduction de la poudre à canon sur les champs de bataille du Moyen Âge, qui a rendu obsolètes les murailles millénaires. Première leçon, la puissance de l'intégration. À Pokrovsk, le succès n'a jamais reposé sur un seul atout, mais sur la fusion du renseignement, de la technologie, de la logistique et de la manœuvre. Chaque action, chaque frappe résultait d'une coordination instantanée où l'information était captée, partagée et exploitée sans délai. Aujourd'hui, la guerre n'est plus une lutte de force brute, mais un balai précis de toutes les ressources, orchestrées avec intelligence. C'est un peu comme une équipe d'orchestre où chaque musicien joue au bon moment. La symphonie du succès naît de la parfaite synchronisation. Deuxième constat, la défense figée est devenue un piège mortel. Les fortifications immenses de Pokrovsk, pierre après pierre, n'ont pas résisté face à des assauts agiles, imprévisibles, menés par des adversaires capables de frapper là où la rigidité se fissure. Croire que l'immobilisme protège, c'est s'aveugler. L'histoire de Pokrovsk le prouve sans appel. La ligne Maginot, forteresse du passé, n'a pas arrêté la blitzkrieg allemande qui l'a tout simplement contournée. Troisième vérité, la vitesse d'adaptation, la maîtrise de l'information et la capacité à désorganiser l'adversaire sont désormais décisives. Ici, isoler l'ennemi, neutraliser ses communications, le priver de repères en temps réel a pulvérisé toute défense. Celui qui lit plus vite, qui s'ajuste avant les autres, prend l'ascendant et ne le lâche plus. En économie, c'est la même logique qui a mené Amazon à dominer la vente en ligne. Adaptation, anticipation, coordination. En somme, la prise de Pokrovsk est un avertissement universel. Toute organisation, quelle qu'elle soit, qui s'enferme dans ses schémas, qui refuse d'évoluer, court à sa perte. Les murailles tombent, les géants vacillent, les certitudes se brisent, non sous la force, mais sous la pression du changement. Les empires qui se croyaient éternels ont tous chuté pour avoir négligé ces avertissements. Voilà le défi majeur de notre époque. Ignorer l'agilité, la coordination et l'intelligence, c'est s'exposer inévitablement à la marginalisation. Que ce soit sur un champ de bataille, en entreprise ou dans la vie, les règles ont basculé. Qui ne s'adapte pas risque non seulement de perdre son avance, mais aussi sa sécurité, son influence, son avenir. Les exemples abondent, de Nokia à Blockbuster, de la Rome antique à l'URSS. Ce constat, loin de n'être qu'un enseignement militaire, s'impose à toutes les sphères de la société. Ce qui a été révélé à Pokrovsk dessine la carte de nos propres défis à venir. Pour une entreprise, cela signifie investir dans la formation continue, l'innovation et la veille stratégique. Pour un individu, cela signifie développer de nouvelles compétences, rester curieux et accepter de remettre en cause ses certitudes. Pokrovsk n'est que le commencement. Désormais, la supériorité appartient à ceux qui anticipent, innovent et orchestrent chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Dans le sport, c'est l'équipe qui lit le jeu avant les autres qui l'emporte. Dans la vie, c'est celui qui sait pivoter et saisir l'opportunité qui survit. Réduire la prise de Pokrovsk à une simple victoire tactique serait une grave erreur. Ce n'est ni la puissance de feu, ni la brutalité de l'assaut qui ont fait tomber la citadelle, mais la capacité à penser plus loin, à bousculer les logiques anciennes et à désarmer l'ennemi avant même l'affrontement. C'est ainsi que les grands bouleversements s'opèrent, non dans le fracas des armes, mais dans le silence des idées neuves qui font tomber les forteresses anciennes. L'enjeu dépasse largement le champ de bataille. Ce qui s'est joué ici, c'est la nécessité de s'adapter sans relâche à des défis mouvants et imprévisibles. Ceux qui se cramponnent aux recettes d'hier, qui refusent de questionner leurs certitudes, acceptent de s'effacer lentement de l'histoire. Dans un monde où tout s'accélère, rester figé,
c'est choisir de disparaître. Il faut donc cultiver la flexibilité, apprendre en continu et ne jamais considérer une situation comme acquise. Aujourd'hui, le triptyque de la puissance se compose de technologie, d'analyse instantanée et d'une coordination totale des forces. À Pokrovsk, la victoire a été orchestrée comme une symphonie. Chaque note a frappé les points vitaux de l'adversaire. L'armée russe n'a pas épuisé ses ennemis. Elle a court-circuité leurs sens, coupé leur appui, sapé leur capacité de réagir. Ce modèle d'opération, inspiré des théories de John Boyd sur le ODA Loop, observer, orienter, décider, agir, illustre la suprématie de la rapidité décisionnelle. Ce bouleversement ne concerne pas seulement les stratèges militaires, il s'impose à chacun dans chaque sphère de la vie. Défendre une position économique, une idée ou simplement son avenir exige désormais l'audace d'innover, la rapidité d'adaptation et la lucidité stratégique, seule garantie de survie et de succès. Ceux qui l'ont compris, comme Elon Musk ou Steve Jobs, ont bouleversé des industries entières. Pokrovsk révèle que la résistance du passé s'effrite face à l'intelligence du présent. Ceux qui savent décoder la complexité, lire entre les lignes et anticiper les ruptures prennent l'avantage. La guerre, comme la vie, ne récompense plus la force brute, mais l'art d'orchestrer, de surprendre, de transformer le chaos en opportunité. Dans la fable du chêne et du roseau, ce n'est pas le plus fort qui résiste à la tempête, mais celui qui sait plier sans rompre. Refuser d'évoluer, c'est risquer bien plus que du temps ou de l'influence, c'est sacrifier sa sécurité. Que les enjeux soient géopolitiques, professionnels ou personnels, la question reste entière. Qui saura regarder plus loin? Qui aura le courage de se réinventer? La chute de Pokrovsk n'est pas un aboutissement, mais le signal d'un nouvel ordre, où la précision, la souplesse et l'intelligence collective deviennent des armes décisives. L'histoire n'attend personne. À chacun de choisir, la subir ou l'écrire. Pour aller plus loin, retenez ces 4 clés d'action. Premièrement, cultivez l'adaptabilité. Formez-vous en continu, restez à l'écoute des signaux faibles, testez de nouveaux modèles. Deuxièmement, investissez dans la technologie, dans vos outils, vos méthodes et votre compréhension des innovations qui changent la donne. Troisièmement, développez la coordination. Créez des réseaux, communiquez vite et bien, partagez l'information. Enfin, ne craignez pas le changement. Anticipez-le, pilotez-le, soyez à l'avant-garde plutôt qu'à la traîne. L'histoire retiendra que Pokrovsk n'a pas été vaincu par la force, mais par l'intelligence et la capacité à déjouer les certitudes. C'est une leçon pour tous, à méditer, à appliquer, à transmettre. À vous de jouer.